Nous sommes sur les premiers contreforts de la Sierra Nevada, à Grenade, en Andalousie, au sud de l'Espagne. L'Alhambra, Al-Hamra, qui en arabe veut dire rouge. Mais Alhambra, c'est aussi et surtout le nom du fondateur de la première dynastie nasride qui régna à Grenade dès 1237. « 2 janvier 1492, c'est l'aube. Dans le silence du palais, on s'active. On se prépare à vivre un événement considérable. Dans quelques heures, Boabdil, le dernier sultan, le dernier représentant de la dynastie nasride, déposera les armes. Ce sera la fin de 7 siècles de pouvoir islamique en Espagne. Ce sera la fin de l'Alhambra arabe, construite plus de 2 siècles et demi plus tôt. Les armées de Ferdinand et d'Isabelle la catholique, reine de Castille, pénètrent enfin dans la cité à l'issue d'un long siège de 6 mois. Les lieux étaient pourtant bien fortifiés, mais c'est l'usure d'un règne déclinant plus encore que la ferveur des combattants chrétiens qui finalement en vient à bout ce jour-là. De nouveaux murs vont être bâtis, ceux de la victoire, pierre taillée et marbre. Pour bien montrer que le pouvoir a changé de main, Charles Quint, petit-fils des monarques catholiques conquérants, élève plusieurs édifices. Hormis une église et un couvent, il fait ériger un palais de forme carrée avec un patio circulaire. La construction en est confiée à l'architecte Pedro Machuca, formé en Italie à l'école de Michel-Ange et Raphaël. La cour est entourée de 2 galeries superposées. L'ornementation, d'une indéniable sobriété, se compose pour l'essentiel de niches creusées dans les murs. On revient aux sources obligées de la civilisation, Rome, Athènes. L'Empire chrétien triomphe. En façade, les fenêtres alternent percements rectangulaires et ouvertures circulaires, pour revenir au jeu linéaire dominant dans le goût Renaissance. Symétrie. Pourtant, ce palais révèle une surprise de taille. Un passage, niché dans l'enceinte, est conçu pour relier directement le palais de Charles Quint au palais nasride, gardé quasiment intact par l'empereur. Un autre monde. Autant l'architecture Renaissance semble massive et martiale, autant les palais islamiques paraissent légers et gracieux. Dès qu'on les aborde, ils semblent repliés sur eux-mêmes. Pas de grands effets de façade, pas d'entrée monumentale. C'est une architecture qui se développe depuis l'intérieur. En Occident, la façade affirme au premier regard une puissance magistrale. Charles Quint, ne souhaitant pas anéantir l'architecture islamique, fera littéralement coller son palais à celui des rois nasrides. 2 architectures, l'une contre l'autre, 2 cultures, 2 univers.
L'Alhambra de Grenade, ce n'est pas seulement un palais qu'habite un sultan, ses vizirs et sa cour. C'est une ville dynastique bâtie durant plusieurs siècles sur un piton rocheux, long de 700 mètres et sur une surface de 10 hectares. D'abord une zone de défense, une forteresse, l'Al-Kasaba, construite à partir du XIe siècle. Tous les progrès accomplis alors dans la conception d'une architecture strictement militaire sont ici résumés et perfectionnés. Meurtrières, bastions, herses, couloirs coudés, portes des enceintes ouvertes à l'intérieur des tours et non dans les murailles. On substitue aux murs de pierre d'antan des murs en pisé, mélange, pierre, sable et chaux, homogènes et résistants aux impacts. Il faut les percer de part en part pour en venir à bout. Puis, progressivement, s'édifie plus à l'ouest une véritable cité. Des maisons individuelles, des bains, des réserves d'eau, dont il ne reste que des vestiges. La Médina, avec ses bazars et ses comptoirs, ne se trouve pas à l'intérieur de la citadelle. La ville se loge en contrebas. C'est qu'à l'Alhambra, nous sommes dans une cité royale et pas dans une ville commerçante. De nombreux petits palais sont disséminés dans les jardins. Le Partal en est l'ultime témoignage. Une résidence d'été, le Generalife, fait également partie de l'ensemble. Enfin, joyau de l'Alhambra, les palais des rois nasrides. Ils ne sont pas édifiés au centre de la cité, mais au bord du piton rocheux. Protégés en partie par le ravin, ils dominent la vallée. Ce sont deux palais en fait organisés chacun autour d'un patio et qui forment un seul ensemble sur 5000 mètres carrés, construits par deux califes qui se succédèrent au XIVe siècle. Youssef Ier fut l'initiateur de la cour des Myrtes et Mohamed V de la cour des Lions. Dans cet espace civil, pas de matériaux nobles. Un peu de chaux et de plâtre, des pierres, des briques, du torchis. Comment accéder à ce palais sans façade monumentale? Par quel bout le prendre? Les chemins d'accès ont été modifiés au fil des siècles, mais le principe reste le même. Une entrée bien modeste au bout d'une allée. Une porte, comme celle d'une maison. Un simple couloir. Derrière cette première porte, la hiérarchie et le protocole vont imposer une progression dans des espaces spécifiques. D'abord le siège du tribunal royal, la salle dite du méchoir. Plafond bas, exiguïté, décor, sans ostentation. Ce qu'on appelle alors la plèbe y est convié. Avant d'aller plus avant, on invoque Allah. L'oratoire est un espace ouvert sur l'horizon. Pourtant, peu importe ligne droite et alignement rectiligne du palais, l'important c'est de respecter l'orientation vers la Mecque. La justice, la prière et maintenant le pouvoir. Une porte s'ouvre sur un patio, au-dessus le ciel. Devant le public attendant en retrait, un espace en creux fermé par un mur richement ornementé. C'est là que convergent les regards. C'est la place du trône.
une simple cour devient une pièce d'apparat. Qui peut cheminer plus avant dans le dédale du palais? Seuls les ambassadeurs, les invités de haut rang. Mais il faudra passer par une chicane pour accéder à l'espace suivant, élément majeur du dispositif du palais, la cour des Myrtes. Tout l'édifice est une confrontation de plein et de vide, de compression et de dilatation, qui participent progressivement à la mise en scène du pouvoir. La cour des Myrtes, malgré ses proportions, n'est pas une place d'armes ni une esplanade. Non. Au centre, un bassin étroit et allongé qui reflète la tour de Comarès et accentue la perspective. C'est là que se situe la salle des ambassadeurs, où le faste est à son apogée. En même temps, c'est une tour militaire, un cube. Des alcôves percées dans la muraille la rendent vulnérable comme structure défensive. Ouverte. Décor ou architecture? Une coupole de 45 mètres de hauteur. Un plafond à caisson strictement décoratif, il ne sert pas de support. Le véritable toit est au-dessus. Plus de 8000 pièces avec des reliefs superposés en bois de cèdre. 7 cieux concentriques couronnés par le paradis. Sur les murs des poèmes, celui qui viendra à moi assoiffé, je le conduirai dans un endroit où l'eau est claire, fraîche et douce. Du haut de la tour de Comarès, on domine l'ensemble du palais avec ses 2 cours mitoyennes et la toiture du hammam, domaine réservé s'il en est. Accolée au hammam et à la cour des Myrtes, la cour des Lions, construite quelques décennies plus tard. Toujours la même opposition, mais plus forte encore, entre l'horizontalité qu'induit le patio et la verticalité des colonnes. La succession d'arcs et de colonnes se fait par séquences, au rythme complexe. Répétition, stylisation, simplicité, envergure des formes, utilisation de décors de stuc. Les murs deviennent impalpables. C'est la résidence privée du sultan et de son entourage. 4 salles, toutes différentes en volume. Les fonctions de ces pièces ne sont pas immuables, elles varient au gré des nécessités, du rythme des saisons, de la fantaisie de l'instant. Rien n'y pèse, aucun meuble ne les fige. Le souverain reçoit ses proches collaborateurs en réunion privée. On mange, on dort. En étage se trouve le harem. Derrière les jalousies, les femmes peuvent voir la cour. Elles dirigent les affaires quotidiennes du palais, présentes mais cachées. Tout cet ensemble peut paraître purement ornemental. Or, chaque élément raconte une histoire. Le prophète Mahomet, ayant reçu la révélation du Coran dans la grotte d'Hira, il aurait été protégé de ses ennemis par une toile d'araignée. Pour développer ce thème par des moyens architecturaux, on fait appel au droit de la géométrie, aux mathématiques. Chaque élément peut également cacher une fonction. Ici, le percement d'ouverture en hauteur permet la ventilation. L'air chaud est aspiré comme dans une cheminée. L'étroitesse de ces fenêtres ne permet pas au soleil de réchauffer la pièce. Enfin, l'eau de la fontaine adoucit la température. En été, il ne fait pas plus de 22 degrés. À l'extérieur, la fontaine des Lions est sans doute l'image la plus célèbre de l'Alhambra.
Ce n'est pourtant pas non plus une simple décoration, mais le centre d'un dispositif bien précis. En effet, 2 fontaines apparaissent également dans des pavillons à colonnades. 2 autres sont creusées dans des espaces intérieurs. Ces 4 fontaines organisent les axes de lecture autour de la fontaine centrale, en délimitant 4 jardins identiques, image du paradis en islam. Partout, on a recours à la géométrie, aux mathématiques, mais aussi à l'improvisation due au maniement virtuose de l'équerre et du compas. On cultive l'art des proportions, des volumes, des creux et des pleins. Visible ou invisible à l'œil nu, si la géométrie n'explique pas tout, elle est omniprésente. Du plus grand, le plan, au plus petit, la décoration. La restriction des images dans le monde musulman a poussé à fuir l'imitation de la nature, à exagérer les aspects abstraits, à créer un art de visionnaire. Et pourtant un étonnement de plus, sous une alcôve, des peintures, rare figuration dans un islam qui habituellement l'évite. L'Alhambra des derniers sultans musulmans est imprégnée par le monde qui l'entoure, où triomphe l'art gothique. C'est un livre ouvert. L'édifice entier exalte sa propre gloire éphémère. Truffé d'allusions astronomiques, d'odes à Allah et au sultan, les poèmes de l'Alhambra jouent des métaphores cosmiques et finalement célèbrent l'architecture elle-même. Ne vois-tu pas comment l'eau déborde et se cache à l'instant, comme un amant qui retient ses larmes par crainte d'être observé? Qu'est-elle sinon un nuage qui verse ses bénéfices sur les lions? Les sultans nasrides, hantés par la disparition inéluctable de leur dynastie, font de leur palais une sorte d'Éden perdu, dédié à la poésie et à la beauté. Dans cet espace confiné, on aime les itinéraires, le labyrinthe. Et lorsque vient au sultan l'envie de déplacer sa cour, il doit emprunter un parcours sinueux. Franchissement protégé, porte dérobée. Quand, exceptionnellement, une ligne est droite, c'est un chemin creusé dans les vergers, comme un tunnel à ciel ouvert. Plus de 2 mètres de profondeur afin que le cheminement du sultan et de sa cour échappe au regard extérieur. Car dans cette enclave, on voyage sur place, et quand on part en villégiature, c'est sur l'autre versant de la colline où l'on atteint la résidence d'été du calife, le généralifé Khanat al-Arif, jardin de l'architecte. L'architecte, le jardinier et le décorateur ne font qu'un. Et puis, il y a tous ceux qui ornementent. Ensemble, ils organisent les perspectives, les élévations, les volumes.
Dans tout l'Alhambra, les jardins occupent la plus grande place au sol, en lieu et place d'esplanades ou d'avenues. Ils participent à la fois d'une nécessité, ici dans le sud pour se protéger du soleil, il faut créer de l'ombre, et d'une volonté symbolique, l'image du paradis. Pas de jardin sans eau. L'eau, c'est la première richesse dans un pays chaud. Elle sera captée à 7 km de l'Alhambra, dans les collines avoisinantes. On creuse des ruisseaux, on crée des parcours. L'eau est canalisée, arrosant les vergers alentours. Et bientôt, elle pénètre dans l'Alhambra par un accès unique, un fragile aqueduc à l'est de la cité. Il suffira d'ailleurs au roi catholique, lors du siège de l'Alhambra, de couper l'eau à cet endroit pour devenir maître des lieux. Inutile de tout détruire. Cependant, les vainqueurs n'oublieront pas de signer dans le stuc les emblèmes de leur domination, ou d'agrandir à leur guise des espaces jugés trop confinés en rajoutant hauteur et toit. Superposition d'architecture. Jusqu'au début du XXe siècle, les historiens d'art européens ne verront dans ces lieux que désordre et improvisation. Un collage mal pensé de bâtiments tortueux. Une Alhambra en forme d'interrogation qui fascine, mais qu'on ne sait pas comment incorporer au canon de la beauté du moment. On fera des croquis, des relevés, des plans. C'est bien la cour des lions, mais on ne peut s'empêcher de la faire ressembler à Versailles, c'est plus rassurant. On cherche à comprendre, à rationaliser. Dans quelle mesure la géométrie domine-t-elle l'invention? Certes, les deux palais s'inscrivent dans un carré. Un tracé orthogonal structure l'ensemble. Les diagonales des deux cours se croisent à angle droit. Mais en même temps, tout est un peu chaotique, comme dans les cathédrales d'alors. Jeux de cubes, aléatoires, tremblements. Et dans la tour de la captive, on peut lire ces mots. Cette œuvre est là pour décorer l'Alhambra. Elle est demeure pour les pacifiques et pour les guerriers. C'est un palais dans lequel la splendeur est répartie entre le toit, le sol et les quatre murs. Sur le stuc et sur les azulejos, il y a des merveilles. Au fil des siècles, l'Alhambra, mal ou peu entretenue, faillit tomber en ruine. On souligne la faiblesse des structures des édifices. Les Arabes, dit-on, n'ont jamais eu l'énergie des Grecs, qui, eux, surent s'immortaliser dans le marbre. Pourtant, à la suite des encyclopédistes, la sensibilité romantique va s'approprier les lieux, fascinée par ce monument esselé, orphelin. On n'évoque plus les mathématiques, mais la nostalgie. Peu à peu, on redressera les ruines. La fortune critique de l'Alhambra ira constamment s'amplifiant. Alhambra, Alcazar, les cabarets en raffolent. C'est le voyage à faire, propice à tous les exotismes. L'industrie culturelle s'en est emparée pour en faire l'un de ses fleurons. L'Alhambra, secret mystérieux,
est chaque jour piétinée par 8000 visiteurs. Les salles et passions ont été abandonnées depuis plus de 5 siècles par les rois nasrides et leurs cours. Chacun peut aujourd'hui les investir et en faire ce qu'il en veut. Il n'y a plus rien à voir, si ce n'est sans aucun doute l'architecture elle-même. Nous sommes sur les premiers contreforts de la Sierra Nevada, à Grenade, en Andalousie, au sud de l'Espagne. L'Alhambra, Al-Hamra, qui en arabe veut dire rouge. On se prépare à vivre un événement considérable. Dans quelques heures, Boabdil, le dernier sultan, le dernier représentant de la dynastie nasride, déposera les armes. Ce sera la fin de 7 siècles de pouvoir islamique en Espagne. Ce sera la fin de l'Alhambra arabe, construite plus de 2 siècles et demi plus tôt. Les armées de Ferdinand et d'Isabelle. De nouveaux murs vont être bâtis, ceux de la victoire, pierre taillée et marbre. Pour bien montrer que le pouvoir a changé de main, Charles Quint, petit-fils des monarques catholiques conquérants, élève plusieurs édifices. Hormis une église et un couvent, il fait ériger un palais de forme carrée avec un patio circulaire. La construction en est confiée à l'architecte Pedro Machuca, formé en Italie à l'école de Michel-Ange et Raphaël. Isabelle la catholique, reine de Castille, pénètre enfin dans la cité à l'issue d'un long siège de 6 mois. Les lieux étaient pourtant bien fortifiés, mais c'est l'usure d'un règne déclinant plus encore que la ferveur des combattants chrétiens qui finalement en vient à bout ce jour-là. Mais Alhambra, c'est aussi et surtout le nom du fondateur de la première dynastie nasride qui régna à Grenade dès 1237. « 2 janvier 1492, c'est l'aube. Dans le silence du palais, on s'active.